L'année 911 marque un tournant dans l'histoire de France. Un homme d'une stature colossale va renverser tous les codes de la diplomatie carolingienne et humilier le descendant de Charlemagne devant toute sa cour. Ce guerrier venu du Nord mesure plus de 2 mètres et pèse près de 140 kilos. Aucun cheval ne peut le porter sans que ses pieds ne traînent au sol. On le surnomme Gungu Rolf, le marcheur, parce qu'il est condamné à parcourir l'Europe à pied, sa masse titanesque écrasant le dos de toutes les montures qui tentent de le porter. Roland n'est pas un simple pillard. C'est un stratège redoutable qui a passé des décennies à comprendre les faiblesses du royaume franc. Quand il remonte les fleuves avec sa flotte, les populations s'enfuient à son approche. Les moines cachent leurs reliques. Les nobles se barricadent dans leurs forteresses. Ce viking a transformé la terreur en arme politique. Et maintenant, il va réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Obtenir un royaume sans avoir à le conquérir. Vers 846, quelque part sur la côte norvégienne, naît un enfant qui va changer le destin de l'Europe. Rolf Rögnvaldsson grandit dans une famille de jarls, ces nobles scandinaves qui règnent sur les fjords glacés. Son père Rögnvald Eysteinsson est un homme puissant, comte de Möre, proche du roi Harald à la belle chevelure. La famille jouit d'un statut privilégié, mais le jeune Rolfer possède un tempérament impossible à dompter. Dès l'adolescence, sa carrure devient légendaire. À 12 ans, il dépasse déjà la plupart des hommes. À 15 ans, il mesure plus d'1,90 m et continue de grandir. Cette croissance phénoménale s'accompagne d'une force terrifiante. Hrólfr peut soulever des charges que 2 hommes ordinaires peinent à déplacer. Mais c'est aussi un jeune homme impétueux qui refuse de se plier aux règles. Le drame survient lorsqu'il mène un raid non autorisé dans le Vik, le fjord d'Oslo, territoire sous protection directe du roi Harald. Violer la paix du roi constitue un crime impardonnable. Harald, qui consolide justement son pouvoir sur la Norvège en éliminant les jarls indépendants, ne peut tolérer cette insubordination. Le verdict tombe, bannissement à vie. Hrólfr doit quitter la Norvège ou mourir. Ce bannissement forge le caractère de celui qui deviendra Roland. Arraché à sa terre natale, privé de son héritage, il comprend que le monde ne lui fera aucun cadeau. Il doit se tailler un royaume par la force ou périr dans l'anonymat. Accompagné d'une bande de guerriers aussi désespérés que lui, il prend la mer. Destination, l'Europe, ce continent riche et faible, incapable de repousser les raids vikings. Les premières années d'exil sont brutales. Roland et ses hommes écument les côtes de la Frise, cette région marécageuse où la terre se mêle à la mer. Ils attaquent les villages côtiers, remontent les rivières, disparaissent avant que les armées locales ne puissent réagir. La tactique viking repose sur la vitesse et la surprise. Leurs dracars, ces navires longs et rapides, peuvent naviguer dans moins d'1 mètre d'eau, remontant loin dans les terres par les fleuves. Mais Roland n'est pas qu'un simple pirate. Il observe, apprend, comprend les mécanismes politiques du monde franc. L'empire de Charlemagne s'est effondré, fragmenté entre ses héritiers qui se déchirent pour le pouvoir. Les comtes et les ducs se font la guerre, trop occupés à s'entretuer pour défendre efficacement leur territoire. Cette faiblesse structurelle transforme l'Europe en terrain de chasse idéal. Vers 876, Roland arrive dans l'embouchure de la Seine. Le fleuve est une voie royale vers le cœur du royaume franc. Remonter la Seine signifie accéder aux villes riches, aux abbayes gorgées d'or, aux greniers remplis de provisions. L'archevêque de Rouen, Guy, comprend rapidement qu'il vaut mieux négocier avec ce géant scandinave que le combattre. Un pacte secret était conclu, Roland épargne Rouen en échange de l'autorisation de s'installer dans plusieurs bourgs le long du fleuve. Ce pacte de Jumièges marque le début d'une présence viking permanente en Neustrie. Roland ne respecte pas vraiment le pacte. Il utilise Rouen comme base pour lancer des raids toujours plus audacieux. Bayeux tombe en 890. La ville est pillée, incendiée. C'est là que Roland capture Poppa, fille du comte Bérengère qu'il vient d'assassiner de ses propres mains. Au lieu de la vendre comme esclave, il l'épouse à la manière danoise. Poppa lui donnera un fils, Guillaume, qui jouera un rôle crucial dans l'histoire de la Normandie. Ce mariage révèle quelque chose d'essentiel chez Roland. Il ne veut pas seulement piller, il veut s'enraciner, créer une dynastie. Entre 885 et 887,
les Vikings lancent leur attaque la plus audacieuse contre le royaume franc, le siège de Paris. La ville est la clé du royaume, le symbole du pouvoir carolingien. Des centaines de dracars remontent la Seine, transportant des milliers de guerriers scandinaves. Le rôle exact de Roland dans ce siège reste débattu par les historiens. Certains textes suggèrent qu'il y participe comme chef subalterne, d'autres qu'il observe de loin, analysant les forces et faiblesses de la défense franque. Paris résiste. Les Parisiens, menés par le comte Eudes, repoussent assaut après assaut. Les Vikings installent un blocus qui dure des mois, affamant la ville mais ne parvenant pas à franchir les murailles. Finalement, Charles le Gros, empereur carolingien, arrive avec une armée de secours. Mais au lieu de combattre, il négocie. Il paie 700 livres d'argent aux Vikings pour qu'ils lèvent le siège et remontent la Bourgogne. Cette capitulation honteuse démontre la faiblesse structurelle du royaume franc. Roland tire 2 leçons de ce siège. Première leçon. Les Francs ne peuvent être vaincus militairement dans leurs forteresses. Les Vikings excellent dans les raids rapides, mais manquent d'équipement pour les sièges prolongés. Deuxième leçon. Les Carolingiens préfèrent payer plutôt que combattre. Cette lâcheté peut être exploitée. Pendant que d'autres chefs vikings continuent de piller sans stratégie à long terme, Roland commence à envisager une autre approche. Obtenir un territoire par négociation, non par conquête pure. Les années suivantes, Roland continue ses raids, mais avec plus de discernement. Il frappe en Neustrie, en Bourgogne, testant constamment les défenses franques. En 898, il mène une expédition jusqu'en Bourgogne, démontrant que nulle région du royaume n'est à l'abri. Puis, en 910, il lance une attaque majeure vers Paris. Mais cette fois, la ville ne se laisse pas intimider. Les défenses tiennent bon. Roland comprend qu'il ne pourra jamais prendre Paris par la force. Juillet 911. Roland décide de frapper un grand coup. Si Paris est imprenable, il attaquera Chartres, ville stratégique de la vallée de l'Eure. La prise de Chartres ouvrirait la route vers la Beauce, grenier à blé du royaume, et permettrait de contrôler un axe commercial majeur. L'armée viking remonte l'Eure avec plusieurs milliers de guerriers. La ville est rapidement assiégée. Mais cette fois, la réponse franque est différente. L'évêque Joussaume, chef spirituel de Chartres, refuse de se rendre. Il fait placer sur les remparts la sainte chemise de la Vierge, une relique que Charles le Chauve avait offerte à la cathédrale en 876. Pour les chrétiens, c'est la protection divine elle-même qui garde la ville. L'évêque envoie des messagers urgents aux grands du royaume, appelant à la mobilisation générale. Robert, marquis de Neustrie et frère du défunt roi Eudes, rassemble une coalition. Richard le Justicier, duc de Bourgogne, rejoint l'armée avec ses troupes. Eblemanzer, comte de Poitiers, amène ses guerriers. Pour la première fois depuis longtemps, les princes francs mettent de côté leur rivalité pour affronter l'ennemi commun. Le 20 juillet 911, ils arrivent devant Chartres avec une armée considérable. La bataille est sanglante. Les Vikings se battent avec leur férocité habituelle, mais ils sont surpassés en nombre et en coordination. Les chroniques parlent de plus de 6000 Danois tués ce jour-là. Roland lui-même combat comme un démon, sa masse titanesque abattant les Francs autour de lui, mais même sa force légendaire ne peut inverser le cours de la bataille. À la tombée de la nuit, les Vikings battent en retraite vers leurs navires, laissant derrière eux des centaines de morts. Cette défaite est un tournant. Pour la première fois, Roland comprend qu'il a atteint les limites de la stratégie du pillage. Ses hommes sont épuisés, décimés. Les Francs ont montré qu'ils peuvent s'unir quand ils le veulent vraiment. Continuer les raids mènerait à l'anéantissement progressif de son armée. Roland doit changer d'approche ou accepter l'échec. De l'autre côté, le roi des Francs n'est pas en position de force. Charles le IIIe, dit « le simple », un surnom qui signifie « franc », direct, mais que l'histoire retiendra cruellement, règne depuis 893. Arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne, il porte un nom glorieux, mais hérite d'un royaume en ruine. Les grandes familles aristocratiques ne le respectent pas. Robert, le vainqueur de Chartres, possède plus de pouvoir réel que lui. Les Vikings ravagent ces terres depuis des décennies sans qu'ils puissent les arrêter. Charles sait que la victoire de Chartres ne change rien au fond du problème. Ses armées peuvent repousser un siège, mais elles ne peuvent empêcher les raids. Les Vikings reviennent toujours. Leurs dracars sont plus rapides que les armées franques.
Quand les troupes arrivent pour défendre une ville, les Vikings sont déjà repartis piller ailleurs. C'est une guerre d'usure que le royaume franc est en train de perdre. Le roi a aussi un problème géopolitique majeur. Il convoite le royaume de Lotharingie, cet ancien territoire carolingien qui correspond grossièrement à la région entre la France et l'Allemagne actuelle. Pour mener une campagne en Lotharingie, il doit sécuriser ses arrières. Avoir des Vikings installés dans l'embouchure de la Seine, capables de remonter le fleuve jusqu'à Paris à tout moment, rend toute expédition extérieure impossible. L'archevêque Francon de Rouen connaît Rollon depuis des années. Ils ont probablement négocié plusieurs trêves informelles. Francon suggère à Charles une solution audacieuse: transformer le problème en solution. Au lieu de combattre Rollon, faire de lui un allié, lui donner un territoire en échange de sa conversion au christianisme et de son engagement à bloquer les autres raids vikings. Utiliser un viking pour arrêter les vikings. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Alfred le Grand a fait exactement la même chose en Angleterre en créant le Danelaw, cette région où les Vikings convertis règnent en vassaux du roi anglo-saxon. Mais jamais un roi franc n'a osé appliquer cette méthode. Donner un territoire à un païen barbare, le laisser régner en prince franc, c'est humiliant pour l'aristocratie. Robert et les autres grands vassaux vont hurler, mais Charles est désespéré. Il n'a plus le choix. À la fin de l'été 911, Francon est envoyé en ambassade auprès de Rollon. Les discussions sont tendues. Le géant viking comprend qu'il est en position de négocier. Sa défaite à Chartres l'a affaibli, certes, mais les Francs sont aussi épuisés. Ils veulent la paix autant que lui. Francon propose un marché. Rollon recevra un territoire allant de l'Epte jusqu'à la mer, correspondant grossièrement aux diocèses de Rouen, Évreux et Lisieux. En échange, il doit se convertir au christianisme, jurer fidélité au roi et surtout empêcher les autres bandes vikings de remonter la Seine. Rollon consulte ses hommes. Certains guerriers scandinaves refusent catégoriquement l'idée d'abandonner leur Dieu pour le Christ. D'autres voient l'opportunité d'une vie meilleure. Fini les hivers passés sur les navires dans le froid glacial. Fini l'incertitude permanente. Ils auraient des terres, des fermes, des familles. Rollon lui-même est fatigué. Il approche des 65 ans, un âge vénérable pour un guerrier viking. Son corps, malgré sa force légendaire, porte les cicatrices de dizaines de batailles. L'idée de fonder une dynastie, de léguer un royaume à son fils Guillaume, devient séduisante. Une trêve de 3 mois est accordée. Les négociations se poursuivent. Les détails sont âprement débattés. Quelle sera l'étendue exacte du territoire? Rollon aura-t-il droit au titre de duc ou seulement de comte? Qui héritera de ces terres à sa mort? Charles veut s'assurer que Rollon ne deviendra pas un vassal indépendant. Rollon veut garantir que ces terres seront transmises à ses héritiers, pas confisquées à sa mort. Finalement, l'accord est conclu. La rencontre officielle aura lieu à Saint-Clair-sur-Epte, un petit bourg situé sur la rivière Epte, qui servira de frontière entre le territoire franc et le nouveau domaine de Rollon. La date est fixée à l'automne 911. Robert, le vainqueur de Chartres, sera présent pour cautionner l'accord. Sa présence est cruciale. Si le plus puissant prince du royaume accepte le traité, les autres grands vassaux devront suivre, même en rechignant. L'automne 911 marque un moment historique. Sur les berges de l'Epte, 2 mondes se rencontrent. D'un côté, Charles le Simple avec sa cour, ses évêques, ses nobles en armure polie. De l'autre, Rollon et sa bande de vikings, vêtus de fourrure, les armes à portée de main. Les 2 camps s'observent avec méfiance. Personne ne sait si cette rencontre se terminera par un accord ou par un bain de sang. Les chroniqueurs décrivent Rollon se tenant en deçà de l'Epte, pendant que le roi et Robert demeurent au-delà. Ils négocient en criant d'une rive à l'autre, symbole parfait de la méfiance mutuelle. Finalement, Rollon traverse avec quelques hommes pour la cérémonie officielle. Le roi lui accorde les terres promises, allant de l'Epte jusqu'à la mer. En échange, Rollon doit prêter serment de vassalité et accepter le baptême. Vient alors le moment le plus symbolique et le plus humiliant. Dans la tradition féodale franque, le vassal doit accomplir l'hommage en posant ses mains dans celles du suzerain, puis en baisant son pied en signe de soumission totale. Ce rituel affirme clairement la hiérarchie. Le vassal est inférieur, il doit s'agenouiller devant son seigneur. Charles attend que Rollon s'exécute devant toute la cour assemblée. Rollon refuse net.
Lui, le géant qui a terrorisé l'Europe pendant des décennies, ne s'agenouillera devant personne. Il ne baisera pas le pied d'un roi qu'il pourrait écraser d'une seule main. Les conseillers de Charles paniquent. Si Rollon refuse l'hommage, le traité est caduc. Toutes ces négociations pour rien. Mais le Viking comprend aussi qu'il doit donner quelque chose. Un compromis est trouvé. Un de ses hommes accomplira le geste à sa place. Un guerrier viking s'avance. Mais au lieu de s'agenouiller respectueusement, il attrape le pied du roi et le lève vers sa bouche sans se baisser. Le résultat est prévisible. Charles perd l'équilibre et tombe en arrière devant toute sa cour médusée. Des rires fusent du côté viking. Les nobles francs sont horrifiés. Le roi des Francs, descendant de Charlemagne, vient d'être humilié publiquement par un barbare païen. Dudon de Saint-Quentin, qui raconte cette scène un siècle plus tard, essaie de la présenter comme une anecdote amusante montrant la rusticité charmante des Vikings. Mais la vérité est plus dure. C'est une humiliation calculée. Rollon envoie un message clair. Il accepte le traité par pragmatisme, pas par soumission. Il devient comte de Rouen, puis prince des Normands, mais il n'est le vassal de personne dans son esprit. Cette scène préfigure la nature du duché de Normandie. Nominalement vassal du roi de France, mais dans les faits quasi indépendant. En 912, Rollon est baptisé dans la cathédrale de Rouen. Il prend le nom chrétien de Robert, en hommage à Robert le marquis de Neustrie qui devient son parrain. La cérémonie est grandiose. L'archevêque Francon préside, entouré de dizaines de clercs. Rollon se tient devant les fonts baptismaux, ce géant nordique entouré de prêtres en robes blanches. L'eau est versée sur sa tête massive pendant que les hymnes résonnent sous les voûtes de la cathédrale. Mais dans quelle mesure cette conversion est-elle sincère? Les chroniques racontent une anecdote troublante. À la fin de sa vie, Rollon aurait ordonné l'exécution de 100 prisonniers chrétiens en sacrifice à Odin, son ancien dieu. D'autres sources le contredisent, affirmant qu'il est resté fidèle au christianisme jusqu'à sa mort. La vérité se situe probablement entre les deux. Rollon était pragmatique avant tout. Le christianisme lui ouvrait les portes du monde franc, lui donnait une légitimité que le paganisme ne pouvait offrir. Mais peut-on vraiment abandonner les croyances de toute une vie par simple calcul politique? Ces hommes suivent son exemple avec des degrés variés d'enthousiasme. Certains Vikings embrassent sincèrement la nouvelle foi. D'autres continuent secrètement d'honorer Thor et Odin. Le clergé ferme les yeux sur ces ambiguïtés. L'important est que publiquement, officiellement, les Normands deviennent chrétiens. Les générations futures seront élevées dans la foi du Christ. Le temps fera le reste du travail. Rollon commence à reconstruire les églises que ses raids avaient détruites. Il dote richement l'abbaye du Mont-Saint-Michel, offrant la terre d'Ardevon. Les moines qui avaient fui reviennent. Les chanoines reprennent leurs fonctions. Cette générosité n'est pas désintéressée. Chaque église reconstruite, chaque donation au monastère renforce la légitimité de Rollon. Il se transforme d'un païen destructeur en un prince chrétien protecteur de l'Église. Cette métamorphose publique est essentielle pour être acceptée par l'aristocratie franque. Rollon hérite d'un territoire ravagé. Des décennies de raids vikings ont vidé les campagnes, brûlé les villages, tué ou dispersé les populations. Les infrastructures carolingiennes se sont effondrées. Il n'y a plus d'administration fonctionnelle, plus de collecte d'impôts régulière, plus de justice organisée. Rollon doit tout reconstruire à partir de rien. Il applique une méthode surprenante. Il conserve le système administratif franc tout en y incorporant des éléments scandinaves. Il devient comte de Rouen selon les titres carolingiens, mais ses hommes le nomment jarl selon la tradition nordique. Il distribue les terres à ses guerriers vikings, créant une nouvelle aristocratie, mais il respecte aussi les propriétés des nobles francs qui acceptent de le reconnaître. Cette synthèse pragmatique entre deux mondes constitue le génie de Rollon. La sécurité devient sa priorité absolue. Une légende raconte qu'il suspend un anneau d'or à un arbre de la forêt de Roumar, près de Rouen, et que personne n'ose le voler pendant 3 ans. Cette histoire, même si elle est probablement exagérée, reflète la réalité du règne de Rollon. Il instaure une loi d'airain. Le vol, le pillage non autorisé, l'agression sont punis de mort. Après des années de chaos viking, cette rigueur est paradoxalement bienvenue. Les marchands recommencent à circuler. Les paysans osent cultiver leurs champs sans craindre d'être massacrés.
Rollon encourage aussi le mélange entre vikings et francs. Beaucoup de ces guerriers sont venus sans femmes. Il les pousse à épouser des femmes locales. Ces mariages créent des liens, mélangent les sangs, favorisent l'intégration. Lui-même a donné l'exemple avec Popa. En une génération, les enfants de ces unions parleront autant français que nos rois. En 2 générations, ils se considéreront normands plutôt que vikings. Le défi militaire reste immense. Rollon doit respecter sa promesse de bloquer les autres raids vikings sur la Seine. Mais comment un ancien viking peut-il combattre ses anciens frères d'armes? Rollon le fait avec une brutalité calculée. Quand des flottes scandinaves tentent de remonter la Seine, il les affronte en personne. Les combats sont féroces. D'autres vikings le voient comme un traître, un renégat qui a vendu son âme pour un bout de terre. Rollon prouve qu'il est sérieux dans son engagement envers Charles. Aucune flotte viking ne remontera la Seine pendant son règne. Le territoire initial concédé par Charles est insuffisant pour satisfaire l'ambition de Rollon et nourrir tous ses hommes. Il faut plus de terre. Dès 924, Rollon lance une offensive vers l'ouest. Il s'empare du Bessin, région autour de Bayeux, et pousse jusqu'au Maine. Cette expansion viole techniquement le traité de 911, mais que peut faire Charles? Le roi est faible, contesté par ses propres nobles. Il doit accepter les faits accomplis. Le roi Raoul, successeur de Charles, comprend qu'il vaut mieux légaliser ses conquêtes plutôt que de les combattre. En 924, un nouveau traité est conclu. Rollon obtient officiellement le Bessin, le pays de Bayeux, et des droits sur le Maine. Charles lui avait aussi promis sa fille Gisèle en mariage lors du traité de 911. Cette union n'a probablement jamais eu lieu réellement. Les chroniqueurs en parlent, mais aucun document contemporain ne la confirme. Gisèle était une enfant de 4 ans à l'époque du traité. Elle meurt jeune sans avoir donné d'enfant. Rollon reprend alors sa liaison avec Popa, sa compagne danoise. Les Vikings de Rollon continuent de se heurter aux Bretons à l'ouest. La Bretagne est un royaume indépendant, farouchement attaché à son autonomie. Les rois bretons voient d'un très mauvais œil cette principauté viking qui grignote leur territoire. Des affrontements éclatent régulièrement. Rollon ne peut conquérir toute la Bretagne, mais il ronge progressivement ses marges orientales. Le Cotentin, cette péninsule stratégique, devient progressivement normand. En 933, le fils de Rollon, Guillaume Longue-Épée, obtient du roi un nouveau territoire, les terres bretonnes situées sur le littoral, ce qui correspond au Cotentin et à l'Avranchin. Avec cette acquisition, la Normandie atteint presque ses frontières modernes. Le petit territoire initial autour de Rouen s'est transformé en une principauté puissante qui s'étend sur des centaines de kilomètres de côte. Les années 920 voient Rollon vieillir. Il approche des 80 ans, un âge incroyable pour l'époque, surtout pour un guerrier qui a passé sa vie à combattre. Son corps titanesque porte les stigmates de décennies de bataille. Des blessures mal guéries le font boiter. Ses articulations craquent sous son poids. Mais son esprit reste vif et son autorité intacte. En 925, des tensions éclatent. Rollon a rompu la paix de 924, menant des raids en Picardie. Herbert de Vermandois et le roi Raoul ripostent en envahissant la Normandie. Les villes de Beauvais, Amiens, Arras, Noyon sont pillées et incendiées. Rollon repousse l'invasion, mais doit faire face à une révolte dans le Bessin. Les populations locales refusent la domination normande. La répression est brutale. Arnoul de Flandre profite du chaos pour attaquer la forteresse normande de Hu. Rollon y envoie des renforts, environ 1000 hommes selon les chroniques. Les combats sont acharnés. Certains textes affirment que Rollon meurt lors de ce siège en 925, tué au combat malgré son âge avancé. D'autres sources contredisent cette version. Flodoard suggère qu'il vivait encore en 928. Dudon de Saint-Quentin raconte une histoire différente. Rollon aurait abdiqué volontairement en faveur de son fils Guillaume, puis vécu encore 5 ans dans une semi-retraite. La vérité exacte reste incertaine. Ce qui est sûr, c'est que Guillaume Longue-Épée prend les rênes du pouvoir entre 927 et 933. Rollon disparaît des chroniques. L'historiographie moderne penche généralement pour une mort vers 932 à 933, probablement de cause naturelle. Le géant qui terrorisait l'Europe s'éteint dans son lit, entouré de ses petits-enfants, après avoir fondé une dynastie qui marquera l'histoire pour les siècles à venir.
Rollon meurt, mais son œuvre lui survit. Son fils Guillaume règne sur une Normandie de plus en plus prospère et organisée. Les Vikings continuent d'affluer, attirés par la réputation du duché. Mais ces nouveaux arrivants ne sont plus des pillards. Ils viennent s'installer, cultiver la terre, faire du commerce. La Normandie devient un creuset où se mélangent scandinaves et francs. En quelques générations, les Normands perdent leur langue scandinave pour adopter le français. Ils abandonnent leurs dieux païens pour embrasser passionnément le christianisme. Mais ils conservent certains traits vikings, leur goût pour l'aventure, leur audace militaire, leur capacité à s'adapter aux circonstances. Cette synthèse unique crée un peuple nouveau, ni vraiment franc, ni vraiment scandinave, mais normand. Le duché prospère. Les ducs de Normandie reconstruisent les abbayes, encouragent le commerce, développent l'agriculture. Rouen redevient une ville florissante. Les ports normands voient passer des navires venus de toute l'Europe. La Normandie s'enrichit au point de devenir la province la plus prospère du royaume de France. Les ducs accumulent un pouvoir qui rivalise avec celui du roi lui-même. Les descendants de Rollon ne restent pas tranquillement en Normandie. Ils gardent l'esprit d'aventure de leurs ancêtres. En 1066, Guillaume le Conquérant, arrière-arrière-arrière-petit-fils de Rollon, envahit l'Angleterre et défait le roi Harold à la bataille d'Hastings. Cette conquête normande de l'Angleterre change définitivement l'histoire britannique et européenne. La monarchie anglaise, la langue anglaise, la culture britannique portent encore aujourd'hui la marque de cette conquête normande. D'autres Normands partent vers le sud. Au XIe siècle, ils conquièrent l'Italie du Sud et la Sicile, créant des royaumes normands en Méditerranée. Les Normands participent aux croisades, fondent des États en Terre Sainte. Partout où ils vont, ils apportent leur mélange unique de pragmatisme viking et d'organisation féodale franque. La petite-fille de Rollon, Adélaïde d'Aquitaine, épouse Hugues Capet vers 968. Quand Hugues devient roi de France en 987, fondant la dynastie capétienne qui régnera sur la France pendant 8 siècles, c'est une descendante directe de Rollon qui devient reine. Le sang du géant viking coule dans les veines des rois de France, ironie suprême pour ce guerrier qui a passé sa jeunesse à piller leur royaume. Qui était vraiment Rollon? 1000 ans après sa mort, les historiens débattent encore. Les sources le concernant sont rares et souvent contradictoires. Dudon de Saint-Quentin, notre principale source, écrit 1 siècle après les événements qu'il décrit. Son texte mélange histoire réelle et mythe destiné à glorifier les ducs de Normandie, ses commanditaires. Guillaume de Jumièges recopie largement Dudon. Les sagas scandinaves donnent des versions différentes, souvent incompatibles avec les chroniques franques. Sa taille légendaire est-elle réelle? Un homme de 2 mètres et 140 kilos au IXe siècle serait extraordinaire, mais pas impossible. Certains individus atteignent de telles proportions, surtout s'ils souffrent de conditions comme l'acromégalie qui provoque une croissance anormale. Mais il est aussi possible que cette stature titanesque soit une exagération destinée à magnifier le fondateur de la dynastie. Les Vikings avaient l'habitude d'embellir les récits de leurs héros. Le surnom « le marcheur » pose aussi question. Était-il vraiment trop lourd pour monter à cheval? Ou ce surnom fait-il plutôt référence à ses voyages constants, ses pérégrinations à travers l'Europe? Le mot norrois « gongumadr » signifie « vagabond », « voyageur ». Dans une société où l'identité était liée au lieu d'origine, un homme sans terre fixe était défini par son mouvement perpétuel. Son origine précise reste débattue. Était-il danois, comme l'affirme Dudon, ou norvégien, comme le soutiennent les sagas islandaises? Les historiens modernes penchent majoritairement pour l'origine norvégienne, mais reconnaissent que son armée était composée principalement de Danois. Au IXe siècle, les distinctions entre Norvégiens, Danois et Suédois étaient floues. Les bandes vikings mélangeaient des hommes de toute la Scandinavie. Ce qui est indiscutable, c'est l'impact de Rollon sur l'histoire européenne. Qu'il ait mesuré vraiment 2 mètres ou non, qu'il ait eu une carrure de géant ou que ce soit une invention poétique, il a réussi ce qu'aucun autre chef viking n'a accompli: transformer une bande de pillards en une dynastie ducale respectable. Il a fondé un État qui a survécu et prospéré pendant des siècles. Il a changé le cours de l'histoire de France, d'Angleterre et par extension de l'Europe entière. L'histoire de Rollon résume la transition entre 2 époques,
Il naît dans le monde viking du IXe siècle, un univers de raids, de pillages, de conquêtes rapides et violentes. Il meurt en 932 ou 933 dans le monde féodal du Xe siècle, un univers de hiérarchie complexe, de serments de vassalité, de christianisme omniprésent. Sa vie enjambe ces deux mondes et symbolise la transformation de l'Europe. Les Vikings du IXe siècle sont une force de destruction pure. Ils pillent les monastères, brûlent les villes, massacrent les populations. Leur objectif est simple, voler, détruire, terroriser, puis repartir. Ils ne construisent rien, ne fondent rien de durable. Ils sont la terreur de l'Europe chrétienne, les loups de mer des cauchemars monastiques. Roland représente une évolution. Il comprend que le pillage a ses limites. On ne peut voler éternellement un territoire qu'on a vidé de ses richesses. Si on veut vraiment s'enrichir, il faut contrôler un territoire, le protéger, encourager son développement, puis taxer sa production. Cette compréhension économique basique transforme Roland d'un pirate en un souverain. Sa conversion au christianisme, sincère ou non, marque aussi un tournant. Les Vikings païens sont des étrangers, des barbares que l'Europe chrétienne peut combattre sans remords. Les Vikings chrétiens deviennent des membres, certes marginaux mais légitimes, de la famille européenne. Le baptême de Roland ouvre la porte à l'intégration des Scandinaves dans le monde chrétien. Les décennies suivantes verront la Norvège, le Danemark, puis la Suède embrasser progressivement le christianisme. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte établit aussi un précédent. Il montre qu'on peut transformer des ennemis en alliés, des destructeurs en protecteurs. Cette logique sera réutilisée de nombreuses fois dans l'histoire médiévale. Face à un ennemi qu'on ne peut vaincre, l'intégrer plutôt que le combattre devient une stratégie viable. Revenons sur l'épisode du baiser du pied. Pourquoi Roland a-t-il si délibérément humilié Charles? Il aurait pu accepter le rituel, prêter serment normalement, éviter cette provocation. Mais il choisit l'humiliation publique. Ce choix n'est pas un accident, c'est un calcul. Roland envoie un message à plusieurs destinataires. Aux autres Vikings, il montre qu'il n'est pas devenu un chien du roi franc. Il a certes accepté un compromis, mais il garde sa fierté, son indépendance d'esprit. Il n'est pas un vassal ordinaire qui s'agenouille devant son maître. Cette attitude est cruciale pour maintenir l'allégeance de ses guerriers qui pourraient le voir comme un traître. Aux nobles francs, il démontre sa force. Ces aristocrates méprisent les Vikings, les considèrent comme des barbares inférieurs. Roland leur rappelle brutalement qu'il reste dangereux. Il accepte le traité parce qu'il le veut bien, pas parce qu'il y est forcé. Cette démonstration de force dissuade les nobles francs de sous-estimer le nouveau comte de Rouen. À Charles lui-même, il établit les limites de leur relation. Roland sera nominalement son vassal, mais dans les faits, il régnera comme un souverain indépendant. Charles peut prétendre avoir un vassal de plus, mais il ne doit pas se bercer d'illusions. Roland ne recevra pas d'ordre. Cette clarification brutale évite les malentendus futurs. Cette humiliation n'est pas gratuite, elle est structurelle. Elle définit la nature de la Normandie pour les 2 siècles suivants. Une principauté formellement vassale du roi de France, mais en réalité quasi indépendante. Les ducs de Normandie prêteront l'hommage quand ils le jugeront utile, l'ignoreront quand ils le pourront. Ils interviendront dans la politique française quand ça les arrange, resteront neutres sinon. Cette ambiguïté remonte directement à ce jour d'automne 911 où un roi carolingien est tombé sur le cul devant un viking ricanant. L'histoire de Roland ne peut ignorer Poppa, sa compagne. Capturée lors du sac de Bayeux, elle aurait pu n'être qu'une esclave sexuelle parmi d'autres. Au lieu de ça, Roland l'épouse à la manière danoise, une union reconnue dans la société viking, même si l'Église chrétienne la considère comme un concubinage. Poppa lui donne Guillaume, son héritier, et probablement une fille, Gerloc. Ce mariage révèle quelque chose d'important sur Roland. Il ne se contente pas de posséder Poppa, il l'élève au rang d'épouse, de mère dynastique. Leurs enfants sont reconnus comme légitimes par les Vikings, ce qui compte bien plus pour Roland que l'opinion de l'Église. Cette décision montre un homme capable d'attachement, pas seulement de brutalité. Quand le traité de 911 lui promet Gisèle, fille de Charles, Roland se trouve face à un dilemme. Selon la loi franque, il devrait répudier Poppa, sa concubine païenne, pour épouser chrétiennement Gisèle. Mais Gisèle n'est qu'une enfant de 4 ans. Les sources sont confuses sur ce qui se passe vraiment. Peut-être qu'un mariage formel a lieu pour sceller l'alliance,
mais sans consommation vu l'âge de l'enfant. Peut-être que Gisèle meurt avant que le mariage soit conclu. Ce qui est certain, c'est que Roland reste avec Poppa, sa compagne danoise, celle qui a partagé les années difficiles. Cette fidélité à Poppa est surprenante pour un chef viking. Ces guerriers changeaient souvent de femmes, prenaient des concubines multiples, épousaient par intérêt politique. Roland, lui, garde Poppa à ses côtés pendant des décennies. À sa mort, elle reste la mère de l'héritier, la matriarche respectée. Cette constance suggère une dimension humaine chez le géant, une capacité d'amour au-delà du calcul politique. L'impact de Roland ne se limite pas à la Normandie. En démontrant qu'un viking pouvait fonder un État stable et prospère, il ouvre la voie à une transformation complète de la civilisation scandinave. Les décennies suivant sa mort voient les royaumes nordiques abandonner progressivement le paganisme et les raids pour embrasser le christianisme et l'organisation étatique. Le Danemark se christianise officiellement sous Harald à la Dent bleue dans les années 960. La Norvège suit sous Olaf Tryggvason et Olaf Haraldsson au tournant de l'an 1000. La Suède est la dernière à se convertir, mais finit par suivre au XIe siècle. Cette christianisation ne se fait pas sans résistance. Des guerres civiles éclatent entre païens conservateurs et chrétiens modernisateurs. Mais partout, le modèle normand sert d'exemple. La conversion apporte la légitimité internationale, facilite le commerce, permet l'intégration dans la famille européenne. Les Vikings cessent progressivement leurs raids. Ce n'est pas par moralité chrétienne, mais par calcul économique. Les royaumes scandinaves comprennent, comme Roland l'avait compris, que commercer rapporte plus que piller. Les dracars continuent de sillonner les mers, mais transportent des marchands plutôt que des guerriers. Les colonies vikings d'Islande, du Groenland, même les tentatives d'installation en Amérique du Nord, suivent le modèle normand. Colonisation et commerce plutôt que pillage et retrait. La Normandie elle-même continue d'évoluer. Ses ducs deviennent parmi les princes les plus puissants et cultivés d'Europe. Ils patronnent les arts, fondent des abbayes somptueuses, encouragent les chroniqueurs. L'architecture normande, avec ses églises robustes aux lignes épurées, influence toute l'Europe. Le droit normand, synthèse de traditions scandinaves et franques, sert de modèle. Que dire finalement de Roland le Marcheur? Il fut brutal, certainement. Les chroniques ne cachent pas les destructions qu'il a causées pendant ces décennies de raids. Des villes brûlées, des populations massacrées, des richesses volées. Il n'était pas un saint, ni un héros au sens moderne. C'était un homme de son temps, un guerrier viking pour qui la violence était un outil normal de pouvoir. Mais il fut aussi pragmatique, visionnaire à sa manière. Là où d'autres vikings continuaient bêtement de piller jusqu'à ce que les armées franques les déciment, Roland comprit qu'il fallait évoluer. Il accepta de négocier, de se convertir, de fonder plutôt que détruire. Ce pragmatisme transforma des centaines de guerriers vikings voués à une mort violente en paysans, marchands, nobles d'une principauté prospère. Son héritage est ambivalent. Peut-on le considérer comme le fondateur d'une grande dynastie? Certainement. Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre, descend directement de lui. Les rois de France portent son sang. Sa descendance règne sur des royaumes pendant des siècles. Mais peut-on ignorer les milliers de morts causées par ces raids? Les villes détruites? Les vies brisées? Évidemment non. Roland incarne cette vérité inconfortable de l'histoire. Les grands fondateurs d'États sont rarement des gens sympathiques. Ils sont des guerriers, des conquérants, des hommes brutaux qui imposent leur volonté par la force. L'histoire les glorifie ensuite, transformant des pirates en princes, des massacreurs en pères fondateurs. Cette alchimie narrative ne change pas les faits du passé, mais elle façonne notre mémoire collective. Le géant qui ne pouvait monter à cheval a parcouru l'Europe à pied, terrifiant les populations, brûlant les villes, forçant les rois à négocier. Il a humilié un roi carolingien, fondé une dynastie, changé le cours de l'histoire européenne. 1000 ans après sa mort, son nom résonne encore. Des statues le représentent à Rouen. Des livres racontent ses exploits. Les touristes visitent les lieux associés à sa légende. Cette persistance mémorielle témoigne de quelque chose. Roland n'était pas qu'un pillard parmi d'autres. Il était un homme qui a compris son époque, qui a su s'adapter,
qui a transformé la défaite en opportunité, qui a fondé quelque chose de durable dans un monde de chaos. Et peut-être que c'est cela, au fond, qui définit les figures historiques majeures, non pas leur moralité, mais leur capacité à façonner le monde qui vient après eux. Rollon le marcheur, le géant trop lourd pour un cheval, l'humiliateur du roi de France, le fondateur de la Normandie. Son histoire commence dans les fjords glacés de Norvège et se termine dans les terres fertiles de Neustrie. Entre ces deux points, un homme a vécu, combattu, aimé, fondé, construit. L'histoire a retenu son nom. C'est tout ce qu'un viking pouvait espérer. Mourir dans son lit, mais que son nom vive éternellement dans les sagas des générations futures.